Elle voulait faire carrière dans la police. En 2006, elle était même sortie major de sa promotion avant d'être affectée à l'aéroport d'Orly, où elle est rapidement devenue une fonctionnaire exemplaire. Mais petit à petit, on lui a fait comprendre qu'elle était différente, qu'elle n'était pas une Française tout à fait comme les autres. Et puis, c'est tout un climat nauséabond qu'elle a fini par découvrir et dénoncer dans un livre où elle parle du racisme, de l'homophobie et des abus de pouvoir de certains policiers qui gangrènent la police aux frontières. On va contrôler un avion qui arrive en provenance d'Algérie. Allez-y, on y va, allez contrôler les bougnoules. C'est comme ça. La petite fonctionnaire modèle est devenue une flic insoumise et rebelle, poursuivie par le ministère de l'Intérieur pour avoir violé le devoir de réserve. Le bras avant, c'est ton bras fait. Ouais, encore. 1, 2, 3, encore. 1, 2, voilà, ça fait mal. Mets la droite, fait mal. 1, 2, 3, bien là. Pour les uns, Siem Souid est l'ennemi public numéro 1, celle par qui le scandale arrive, celle qu'il faut absolument faire taire. Pour les autres, au contraire, elle n'a fait que son devoir et elle est devenue un symbole, celui de la lutte contre les discriminations de toutes sortes. Depuis des années, elle amasse les preuves et les témoignages qui accusent sa hiérarchie et qu'elle va présenter pour sa défense devant le Conseil de discipline de la police nationale qui doit, ce 24 mai 2011, statuer sur son sort. Je savais pertinemment que j'allais y passer au conseil de discipline. Voilà, je savais que j'allais y passer. Ça, voilà, c'est le règlement. La sanction pourrait être lourde. Elle risque une suspension à vie, une amende de 15 000 € et une peine allant jusqu'à 12 mois de prison. Un comité de soutien s'est constitué autour d'elle et l'accompagne dans chacune de ses épreuves. Il rassemble d'anciens policiers, des syndicalistes et des militants antiracistes. Ils sont ceux que tu dénonces dans le bouquin. Oui, je sais, ça devrait être eux qui doivent comparaître dans le conseil de discipline, on est bien d'accord. Et c'est un conseil de discipline, là. Oui, c'est ça. On est bien d'accord. L'administration va proposer la peine la plus lourde, que les membres de la commission délibèrent pour arriver à l'unanimité, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'unanimité n'est pas atteinte, la sanction diminue, jusqu'à un accord complet. C'est les enchères à l'envers. Voilà, c'est les enchères à l'envers. Bonjour William. Bonjour ma chère cliente. Bon, Siem, tu sais ce qu'il faut faire? Être toi-même, sincère, spontané, dans la modération, toujours. Être calme et serein, c'est la meilleure façon de signer la confiance dans ses arguments et le fait qu'on est dans son bon droit. Ok? Message reçu? 5 sur 5? 5 sur 5. Good. Bon. On y va? Mais pourquoi cette simple flic, sans grade et jusque-là sans histoire, est-elle menacée d'une exclusion définitive de la police? Quel secret a-t-elle trahi? Qu'a-t-elle dénoncé de si terrible ou qu'a-t-elle fait de si grave pour en arriver là? Ma première affectation a été la police aux frontières d'Orly. J'ai demandé le service immigration. On nous expliquait comment détecter un faux passeport. Ça m'a beaucoup passionnée en fait. Et on a accepté ma demande parce que je parle couramment l'arabe. Donc comme je les aidais à faire des traductions, donc ils ont tout de suite accédé à ma demande. Le premier jour où on m'a affectée au service immigration, je suis tombée sur un passager en provenance d'Afrique noire et il avait un passeport falsifié par changement de photographie. Et c'était mon premier jour et je l'avais détecté. Donc j'ai appelé la brigade mobile d'immigration qui m'ont félicité, qui m'ont dit vraiment votre premier jour, on m'a fait une lettre de félicitations pour ça, j'avais signé mon premier rapport et il a été reconduit sur place dans le même avion dans lequel il est revenu. J'étais fière, j'étais contente.
Bien sûr, on est humain, on reste humain, mais c'était mon travail. À l'époque, c'était mon travail, en fait. Voilà, ça me posait... Non, mais c'est vrai, ça me posait aucun problème. La première année, clairement, j'étais aveuglée par le fait que j'étais extrêmement bien traitée, privilégiée, que j'étais reconnue pour mon travail. Et je deviens la spécialiste des passeports biométriques. Je forme tous mes collègues sur les passeports biométriques. Et j'ai même présenté ce logiciel biométrique qui est très pointu au salon Millipol en 2007 à Madame Alliot-Marie à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur. J'ai même tenu un blog de recrutement dans la police nationale où je faisais l'éloge de la police. Mais j'ai été témoin lorsqu'une collègue a dit encore un bougnoul, à un moment où elle allait contrôler un passager qui arrivait du Maghreb. Ça m'avait choquée, mais je me suis dit c'est un fait complètement isolé. Alors alors pour moi c'était la seule, parce qu'avec moi les collègues étaient très bien, donc j'y avais pas assisté, c'était la première fois. Alors moi je me suis dit c'est elle qui est passée à travers les mailles du filet et qui est raciste. Hein. Voilà. Si, je me suis dit qu'elle était raciste. Mais après, c'était tous les matins. On a la commissaire qui passe pour nous dire bonjour et nous dit alors, vous avez fait combien de Tunisiens ? Combien d'Algériens? S'il y en a beaucoup, elle va venir passer nous féliciter, nous dire c'est très bien. Je le vis mal. Je le vis mal parce que je me dis en fait c'est plus des êtres humains. En fait, on prend les gens pour des bâtons. C'est des bâtons, voilà. Quand je découvre et je vois que je suis témoin de collègues qui abîment devant moi un passeport pour montrer qu'il est falsifié, je vois que des personnes sont en situation régulière, qu'on met clairement dans l'avion pour faire du chiffre. Ça m'a scandalisée. Là, Melrel Wali, elle est cette femme de 93 ans. Elle nous déclare spontanément être en séjour irrégulier sur le territoire national depuis le 12 janvier 2009. C'est faux, puisque son visa est valable jusqu'au 15 mai 2009. Donc, ils la font signer. Elle sait pas lire, écrire. Voilà. Elle sait pas lire ni écrire l'arabe, ni écrire le français. Elle sait que parler l'arabe. Donc, ils lui font signer des papiers. Elle sait pas ce qu'elle signe. On a les preuves. Ils sont là. Elle signe avec un petit rond parce que la pauvre ne sait pas ce qu'elle fait. Donc, on lui dit soit vous signez, soit vous prenez pas l'avion. Donc, la pauvre elle signe et elle se retrouve partouchée comme une vulgaire délinquante. C'est scandaleux. La personne a un visa encore, donc c'est d'autant plus scandaleux. Mais sans la possibilité de faire appel, d'avoir un recours à un interprète, d'avoir un recours à un avocat. Donc, vraiment contraire à tous les principes de droit. Et toutes ces procédures sont nulles. C'est-à-dire que si, effectivement, elles avaient eu le droit d'avoir recours à un avocat, nous, on pourrait les faire annuler, mais tout de suite. On le fait tout le temps. En fait, c'est des vraies fausses expulsions. C'est là où est la triche. C'est-à-dire que la personne rentre d'elle-même chez elle et on voit par exemple, elle a dépassé son visa d'un jour, et on va la considérer comme un expulsé. Mais elle n'a pas été expulsée puisqu'elle rentre d'elle-même chez elle. Le matin, quand on arrive au bureau, il y a des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière vierges qui sont pré-signés par le préfet et on n'a plus qu'à les remplir. Donc j'ai commencé à râler. Non, mais clairement, je commençais à m'indigner et à m'expliquer et à écrire des rapports. Donc j'y allais. Quand il y a quelque chose qui n'allait pas, je le disais. Ça faisait chez mes collègues, mais je le disais. C'était venez, on va contrôler un avion de bougnoul, un avion de bamboula, un avion de couscous. Donc je reprenais souvent les collègues sur ces propos-là. Et clairement, on m'a dit mais tu dis ça parce que c'est d'origine maghrébine, tu dis ça parce que tu les défends. Mais je dis non, vous portez un uniforme, on porte un uniforme, ça n'a absolument rien à voir. Et vous pouvez pas tenir de tels propos. Les autres policiers d'Orly sont sans doute témoins des mêmes abus. Mais à cette époque, ils sont pourtant très peu nombreux à lui faire des attestations qui confirment les accusations de racisme, dont les passagers ne sont d'ailleurs pas les seules victimes. En fait, c'est vraiment la réalité qui dépasse la fiction. Là, le arabe en rouge. L'arabe en rouge sur mon collègue Imed, voilà, arabe en rouge, écrit sur son dossier de candidature. Comment aujourd'hui, dans notre institution française, soit estampillé arabe en rouge sur un dossier de candidature d'un officier de police? Voilà, sur un concours d'un officier de police. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut accepter ça? Je me sens révoltée, indignée et parfois impuissante.
impuissante parce que j'ai l'impression de taper à toutes les portes, d'écrire, mais que personne ne m'écoute, en tout cas au sein de la police. Et c'est une grande, grande déception. Une grande déception. Quand on a des éléments concrets, des procès-verbaux, des attestations, des choses écrites, ce ne sont pas des choses qu'on peut inventer. Ce n'est pas la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc, quoi faire? Eh ben, saisir le pénal et la justice, peut-être qu'elle réagira. Alors là, pas de chance. La plainte a été gérée par le parquet de Créteil, le procureur de Créteil, qui, lui, signe les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, qui, lui, est mis en cause dans tout ce qu'on dénonce. Et donc, le procureur, ce fameux procureur, a classé sans suite la plainte directement. Et on a saisi le juge d'instruction, voilà, qui est en cours, qui a ouvert une information judiciaire sur les faits dénoncés. On m'a demandé de retirer la plainte, donc on ne l'a pas fait, mais on nous a demandé clairement, par contre, de ne pas faire de vagues et de ne pas faire de bruit face à tous ces faits. Après, on a des propositions. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez une mutation? Est-ce que vous voulez un changement de poste? On a des propositions. Mais c'est trop tard. La presse est alertée par des fuites, s'empare de l'affaire et les révélations s'enchaînent les unes derrière les autres. Les journaux n'évoquent pas seulement la discrimination. Ils dénoncent également un système où la corruption semble être devenue la règle de la police aux frontières. À tel point d'ailleurs que le grand patron de la PAF lui-même terminera dans un placard avant d'être discrètement mis à la retraite. Et donc, c'est son adjointe qui avait pris sa place. Et ça se passait plus ou moins bien. Et là, j'ai reçu un gros coup de massue un matin, puisque j'arrive à mon service. Et on me dit que je suis convoquée à l'IGS, vous y allez tout de suite, on vous amène, il y a un chauffeur qui va vous emmener. Et j'ai demandé pourquoi, et clairement, la directrice m'a dit, vous allez en garde à vue. Et j'ai vu une dizaine d'officiers qui m'attendaient. Je croyais que j'étais, on dirait qu'ils attendaient Mesrine en fait. Et là, on me dit, vous êtes mise en garde à vue pour divulgation du secret professionnel. Et après, j'ai eu le droit à la fouille à corps, j'ai eu le droit au cri, j'ai eu le droit au procureur de la République qui appelait tous les 10 minutes, qui faisait pression sur les collègues de l'inspection générale des services pour clairement me faire la misère. Et me faire admettre des faits que je n'ai pas commis, comme quoi que j'aurais donné des documents à un journaliste. J'ai eu droit aussi à la perquisition à mon domicile. C'est extrêmement humiliant. Et c'est comme ça que la police aux frontières est arrivée à se débarrasser de moi. J'ai été à l'époque suspendue pour divulgation du secret professionnel et j'ai été réintégrée 4 mois après dans un service de mon choix à la préfecture de police. Je m'occupe des dossiers de violences conjugales, des violences intrafamiliales. Et là, je découvre une police humaine, une police exemplaire. Des collègues compétents, des collègues qui font bien leur travail avec une conscience professionnelle et qui le font avec humanité. Ce service m'a énormément réconciliée avec la police nationale. J'ai constaté que toute la police n'était pas la police aux frontières d'Orly et qu'il y avait des services où des policiers faisaient très bien leur travail. Mais un soir d'hiver, dans une rue déserte de la banlieue parisienne, un drame terrible va bouleverser ce fragile équilibre et balayer cette confiance qu'elle commençait à peine à retrouver. Alors le 24 février 2010, j'ai été victime d'un viol. Et j'ai été traitée plus bactère par certains collègues. Je décide de porter plainte déjà que le lendemain parce que j'ai cogité toute la nuit et comme j'avais ma plainte pour discrimination et j'étais considérée comme la traître un petit peu dans la police nationale, donc j'avais peur de la réaction de mes collègues et ma peur était justifiée puisque je tombe sur une équipe qui clairement veut mettre ma parole en doute.
Puis surtout me reproche clairement d'être proche de certains journalistes. La lieutenant m'a dit mais vas-y, va pleurer auprès des journalistes et pas auprès de nous. M'a reproché ma plainte que j'ai faite contre la hiérarchie de la PAFORLI. Et ont traité mon violeur avec humanité et moi avec monstruosité, voilà. Lui, on ne lui a posé aucune question et moi, on m'en a posé des dizaines et c'était il est beau, non? Et ça déclenche une injustice et ça finit par un livre écrit sur la place publique, voilà, qui a été, je crois, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai subi, de ce dont j'ai été témoin. Ce livre sort en octobre 2010 et fait l'effet d'une bombe. Alors je vais faire comme le ferait un policier d'ailleurs, hein, ou un magistrat. Avez-vous la preuve de ce que vous dénoncez? Tout, par des procès-verbaux, des attestations, des enregistrements, tout. Tout ce que je dis est attesté par des preuves. Homophobie, alors là vous racontez une histoire très précise. D'ailleurs vous donnez leur prénom, je ne sais pas si ce sont leurs prénoms dans la vie. C'est leur prénom. Nadia et Ève, oui. Policière comme vous. Oui, et elle, Nadia a été licenciée, la pauvre. Ah. Ouais. Parce qu'elle était homosexuelle, tout simplement. C'était son délit. Avec des reproches précis qui lui étaient faits pour cette raison. Oui, quand on lui dit oui, on ne veut pas de Gwyn dans mon bureau, quand on se fait harceler pendant des mois et des mois parce qu'on est homosexuel, je suis désolée, mais c'est pas normal. Quand on parle de discrimination et qu'elles sont avérées, c'est inacceptable. Mais de dire que la police est raciste, que la police est homophobe, ce n'est pas vrai. Je ne généralise pas. Et quand on dit qu'il y a une omerta dans la police... Si vous aviez lu mon livre jusqu'au bout, je précise que je suis aujourd'hui dans un service où tout se passe bien, où les fonctionnaires sont compétents et tolérants. Quand on dit qu'il y a une omerta dans la police, il faut être sûr de ce que l'on dit. Oui, il y a une omerta dans la police, c'est pas que dans la police. Ce n'est pas vrai. Quand vous parlez de l'article 7 du Code de déontologie, vous feriez bien de lire aussi l'article 10 qui dit que tout fonctionnaire qui a connaissance d'actes de comportement de la part de policiers qui ont un comportement indigne, inhumain, vis-à-vis des personnes qui sont sur leur responsabilité, doivent le dénoncer. On l'a dénoncé en interne, on est plusieurs à l'avoir dénoncé en interne, ça n'a pas fonctionné. Tout est verrouillé. Des mots, mais pas seulement. Le livre de Siem Souid fourmille d'exemples de discrimination au sein de ce service en pointe contre l'immigration clandestine. Nous avons retrouvé une des victimes de ces abus. Par crainte de représailles, cette femme a préféré rester anonyme. Arrivée du Congo à Orly, on la soupçonne de trafic de migrants. 24 heures plus tard, elle sera lavée de tout soupçon. Mais entre-temps, sa garde à vue a dégénéré. Moi, on m'a traité de nègre. J'ai dit que j'étais une citoyenne française. Ils ont dit je suis française de papier. Ils m'ont déshabillée. Et je vous dis à poil, hein. Et les policiers s'appelaient des autres aux autres, et ils venaient pour me voir, il y en a qui rigolaient, il y en a qui venaient chanter, et il y a une policière même qui s'est mise à me filmer avec son téléphone portable. C'est un racisme qui est banalisé, pour eux ne se rendent pas compte de la gravité de leurs propos, c'est une inconscience, l'impunité aussi faite par l'administration, fermer les yeux sur ces faits-là. Quand on a un ministre de l'Intérieur qui dit un arabe ça va, mais quand c'est plusieurs, voilà, en gros que c'est le bordel, comment voulez-vous demander à un policier d'être exemplaire si notre ministre ne l'est pas? Tout ça, ça engendre des dérives de paroles racistes, ça libère la parole raciste dans la police. Depuis le mois de janvier, 18 600 étrangers en situation irrégulière ont été expulsés depuis la métropole. J'ai fixé un objectif de 25 000 reconduites à la frontière pour 2007. Cet objectif doit être atteint. Et qu'on ne vienne pas me dire que je fais du chiffre, avec la misère humaine. Si on n'expulse pas ceux qui n'ont pas de papier, à quoi ça sert de donner des papiers à ceux qu'on doit accueillir? Ça n'a pas de sens. C'est pas la politique du chiffre qui rend un non-raciste raciste. C'est pas la politique du chiffre qui conduit vos collègues homosexuels à être traités de la manière dont vous le décrivez dans le livre. C'est deux choses très différentes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la politique du chiffre, à un moment donné, quand on nous dit demain il faut faire 10 expulsés, s'il y a 10 individus non admis sur le territoire, c'est-à-dire 10 expulsés, s'il n'y en a pas, à un moment donné, faut certains collègues, ils les créent. Ils les créent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils se font sucrer leurs primes, parce qu'ils ont des pressions par rapport à leur hiérarchie, et c'est dur.
plus à cette politique du chiffre quand même. Alors les chiffres qui nous sont imposés, les tableaux sont mensuels. Il y a mois par mois, donc il faut que le graphique augmente mois par mois dans l'année. Et à la fin de l'année, nous avons une liste de tous les fonctionnaires de police avec le nombre d'individus non admis sur le territoire qui l'auraient arrêté à la frontière, le nombre de gardés à vue, le nombre de timbres-amendes, voilà. Et tout le monde donc regarde et qui a été le meilleur, qui a été la première. Ça lui rapporte une prime au mérite à la fin de l'année, qui peut aller de 200 € à 600 €. Il y a quand même un vrai problème, peut-être beaucoup plus lointain que ce que vous dites sur la police, parce qu'il y a quand même, pour moi, quelque chose de... Je ne sais pas si c'est congénital, mais pour moi, il y a un vrai problème là-dessus avec la façon dont les gens qui sont censés faire appliquer la loi agissent et réagissent. Et vous en êtes vous-même témoin. Certains collègues, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, vont être aveuglés. Mais ce n'est pas parce qu'ils soutiennent, parce que c'est le corporatisme. Parce qu'on dit la police, c'est une famille. La police, c'est une famille. Et on lave son linge sale en famille. Je ne sais pas si vous avez vu hier, il y avait une émission sur la police à Montréal. Non, j'ai pas vu. Puis ça m'a vraiment surprise parce que c'était totalement différent. C'est que la population fait extrêmement confiance à la police, quoi. Donc dès qu'il se passe quelque chose, limite ils viennent dire oui j'ai vu ci, j'ai vu ça, etc. Et donc il y a vraiment là la police est considérée comme les personnes qui viennent les sécuriser, les protéger, etc. Maintenant, comment revirer de bord pour la police d'ici? C'est ça, c'est... Je le dis et je le dis tout le temps, au lieu de mettre sur la table le débat sur l'identité nationale, mettons le débat sur l'identité de la police nationale en France depuis, par exemple, faire un inventaire depuis 45. Voilà, depuis 45. Je pense qu'il serait temps de faire un inventaire de la police nationale en France depuis 45. Je vous salue pour votre courage. Merci. Et vous, on va vous juger parce que vous vous défendez. Et je trouve ça outrant. Je ne sais pas du tout ma situation, quelle va être ma situation d'ici quelques mois. Je pourrais être révoquée de la police nationale. Hein. Moi, je suis une idéaliste dans l'âme, donc il faut rester optimiste et il faut garder espoir. C'est en vacances qu'elle oublie la guérilla qu'elle mène contre sa hiérarchie. Elle va passer quelques jours en Tunisie avec sa fille et ses parents. Loin des bâtons qu'on aligne et du conseil de discipline, elle va retrouver du courage et ses racines. Ça me fait du bien d'être ici, voilà, c'est des vacances, couper un petit peu. Oui, bien sûr. On passe toujours à pression, conférence, débat. Tu vas se reposer un peu? Me reposer, je vais essayer de me reposer quelques jours. Une double culture, c'est une richesse. Il ne faut pas nier ses origines. Mais je me sens plus française que tunisienne. Quand je vais en Tunisie, pour moi, c'est aller en vacances. J'ai le mal du pays, de la France, quand je vais en Tunisie, dès que je passe 15 jours en Tunisie. 25 une et les deux pour 50. 25 une et les deux pour 50. C'est mieux. Je me suis jamais laissé faire quand même. Voilà, c'est que je me suis toujours rebellée quand il y a un truc qui me paraissait anormal ou injuste. Je me suis toujours rebellée depuis toute petite. Hein. Je me suis jamais tue. La principale personne qui a beaucoup marqué mon existence, c'est mon grand-père maternel, Ali Malek, qui a été un résistant à la Seconde Guerre mondiale, qui s'est battu pour la France. C'est lui le vrai héros.
Je pense qu'il serait fier quand même. Je pense qu'il serait fier et qu'il m'encouragerait à aller jusqu'au bout de mon combat. Voilà. Je lui demanderais comment où il a puisé toute cette force pour survivre face à cette cruauté qu'il a vécue quand même. C'est horrible ce qu'il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que quoi que je fasse, j'arriverai jamais à devenir aussi héroïque que lui. Je puise sur cette tombe de l'espoir et de la résistance face à l'injustice. Son oncle, c'est la mémoire de la famille, celui qui connaît le mieux l'histoire du grand-père. En 1933, il s'est engagé au service militaire, sous le drapeau de la France. La guerre était avec l'Allemagne contre le racisme et il nous a élevés. Nous sommes tous, on n'aime pas le racisme. Oui, ça Même ses enfants n'aiment pas le racisme. C'est pour cela que le CM fait la même chose, mais avec des moyens différents. Elle a choisi de faire ça, donc elle doit subir les conséquences. Il est gentil le tonton. Elle a choisi. Personne n'a obligé d'écrire ces livres-là. Personne n'a obligé. Je suis très fier d'elle, moi aussi, ça. Le retour en France est brutal. Le 26 juillet 2011, pendant qu'elle était en vacances, le ministre de l'Intérieur a signé la sanction proposée par le Conseil de discipline. C'est sa commissaire qui lui annonce le verdict. Considérant que Mme Swede, dans un livre paru sous le titre « Omerta dans la police » largement diffusé, puis à l'occasion de nombreuses interviews dans les médias nationaux et internationaux, tenu des propos de nature polémique et porté des accusations sur le fonctionnement du service public, jetant ainsi le discrédit sur l'institution. Considérant que ces faits constituent des manquements graves et répétés à l'obligation de réserve incombant à tout fonctionnaire, sur proposition du secrétariat général du ministère de l'Intérieur, il est prononcé à l'encontre de Mme Sienne Swede 18 mois, dont 6 mois avec sursis. Depuis des semaines que je dis que j'ai pas confiance et que je sais qu'il allait la signer. Je sais qu'il allait attendre les vacances parlementaires pour la signer. Je le savais. La voilà donc condamnée, privée de son insigne et de son travail pendant de longs mois. Sans ressources et seule, ou presque. Dans les moments difficiles, elle peut toujours s'appuyer sur sa sœur et sa meilleure amie. Elle m'appelle en pleurs, mais j'ai cru sincèrement qu'elle mourait. Donc moi j'étais de l'autre côté Paris, j'ai mis le turbo pour arriver, elle était désemparée, hein, désespérée. Elle mourait. Franchement, je pensais pas qu'il réagirait comme ça et qu'on arriverait à ça. Parce que c'est pas évident non plus de trouver quelque chose comme ça du jour au lendemain. T'as le droit ni au chômage ni à rien du tout. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Je sais, mais je sais. Aucun revenu, zéro. Oui, c'est aucun revenu. Non, mais je vais aller chercher du travail et voilà, je peux pas. Quand tu disais ça y est, je veux rentrer dans la police, j'ai trouvé ma véritable vocation. Je veux être policière, je veux porter l'uniforme. Voilà, je me rappelle voilà, tu parlais des valeurs. Aujourd'hui, les valeurs. Et là, quand on voit où ça a mené, on se pose des questions malheureusement. Oui, il y avait toute cette énergie, c'était fou. Enfin, ça me rappelle de mon souvenir quand vous dites ça. Après, c'est quelque chose qui est en elle depuis toujours, quoi.
cette volonté, puis ce côté... on va dire ça comme ça. Ouais, je peux le dire. Emmerdeuse, clairement. Tu l'as aussi depuis longtemps. Il est inné. La police, ça n'a jamais été un rêve de petite fille. J'ai été toujours indignée par les injustices, mais je ne me suis pas dit, quand j'étais petite, je veux être policière. Ma vocation de policier est née le jour où j'ai été témoin d'un policier qui a sauvé la vie de ma meilleure amie. Son mari avait un sabre et l'allait l'égorger complètement. Donc moi j'ai assisté à la scène où le policier a désarmé de manière extraordinaire ce fou. Et j'ai été en admiration totale par rapport à cette fonction. C'était un véritable héros. Et en fait, je voulais être moi-même ce héros, tout simplement. J'ai décidé de passer le concours de la police et de rentrer dans la police nationale. J'ai eu un diplôme parce que je suis sortie majeure, donc j'ai eu un diplôme. Mes parents étaient très fiers. Mon père, plus que ma mère, c'était pour lui une grande fierté. Mais pour mon petit frère, pour l'un de mes petits frères, c'était l'incompréhension. C'était mais je ne comprends pas. Tu veux te sentir utile, il y a d'autres métiers pour se sentir utile, va faire pompier, va faire médecin, change de voie, mais il n'a jamais compris mon choix de rentrer dans la police nationale. Allô? Oui, madame? Au téléphone, c'est sa commissaire. Cette même commissaire qui, ce matin, lui a signifié qu'elle était exclue de la police pendant 12 mois ferme. Maintenant, elle lui annonce une erreur. L'administration s'est trompée dans l'arrêté. Ah bon? C'est quoi le... En fait, il y a une erreur dans le quantum de la sanction, dans la peine qui vous est infligée. C'est pas 1 an ferme, c'est 6 mois ferme. Ah bon? Ah, ils m'ont pas... Ah, ok, bon bah c'est bien. C'est une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, ouais. Ah oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il faut que je vous renvoie signer l'arrêté, le nouvel arrêté. Oui. Donc il faudrait qu'on se voit cet après-midi si possible. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir. Merci. Non mais attends, non mais filme pas ça. Filme plus ça. Non mais je crois rêver. Tu vois l'administration? C'est des malades. C'est des malades. Peu importe que cette peine soit allégée de 6 mois. Malgré son rire, la pilule reste amère. Avec maître William Bourdon, son autre avocat, l'insoumise prépare sa contre-attaque. Je vais te lire le projet de communiqué, tu vas me dire que ça te va, ok? Malheureusement, monsieur le ministre de l'Intérieur n'a pas choisi la voie de l'apaisement, comme pourtant il y avait été invité par de très nombreux syndicats, parlementaires, etc. Monsieur Claude Guéant souhaite ainsi par cette décision que soit entériné en France un principe gravement antidémocratique, selon lequel tout fonctionnaire qui révèle de graves illégalités au sein de son administration devrait être lourdement sanctionné. Ici, on est dans la sanction de l'exercice de la liberté d'expression. Et c'est pour ça que ça doit nous permettre d'avoir un levier très fort pour, à partir des procédures qu'on va initier, de provoquer un vrai débat public et politique autour des malheurs qui t'arrivent. Pour le manquement au devoir de réserve, c'est énorme. Bon, quelqu'un qui tire avec son arme de service. Le devoir de réserve, c'est cette idée que dans les relations entre l'administration et les usagers, l'administration doit être perçue comme répondant à une obligation de neutralité, d'impartialité. Et une des conditions de cette neutralité, c'est qu'évidemment, il n'y ait pas une permissivité trop grande et que les agents publics ne puissent pas, tous les matins, tous les soirs, engager des querelles, des controverses sur le fonctionnement de l'administration. Sinon, c'est toute la crédibilité même de l'État qui serait mise en cause. Mais dans une démocratie moderne, s'il y a des graves dysfonctionnements, s'il y a des graves illégalités, des turpitudes qui affectent même la crédibilité de l'administration, eh bien les agents publics ont le droit, voire le devoir, de les dénoncer sans que ça constitue un manquement au devoir de réserve. C'est ton cas. Il faut que tu sois forte. Oui. Il faut que tu sois forte, aussi forte que ton combat est ambitieux.
2, 3, oui, 4. 1, 2, 3, 4. C'est ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, énerve-toi. Quand elle vient à la salle, elle apprend à... Voilà, c'est comme ça. C'est la rage, c'est l'entraînement, c'est un mental. Travail en mental. Donc on a forgé son mental. Donc aujourd'hui, elle a de vraies armes. Puis ça lui fait du bien. Elle est bien dans sa tête, elle a un peu mieux, là. Après, c'est son tempérament, elle est comme ça. C'est vrai qu'il y en a qui ont la politique de l'autruche. C'est-à-dire qu'ils baissent la tête quand on entend rien, qui voient, bon, c'est comme ça. Puis t'en as d'autres qui sont comme Siem, qui ont une personnalité, une forte personnalité, donc elles se laissent pas marcher. À un moment, c'est la goutte qui fait déborder le vase. 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3, 4, souffle. C'est bien. Elle est hargneuse, la petite, hein. Qu'est-ce pas faire. Donc on voit qu'il y a du... Ça, c'est de l'acharnement. Moi, ce que je comprends pas, c'est que toi et William Bourdon, vous avez été reçus par le ministère de l'Intérieur, par Alain Gardère, le directeur adjoint du cabinet, par ses conseillers, là où sa conseillère, quand même par l'équipe de Guéant, qui vous ont dit quand même le plus grand bien de moi en reconnaissant le bien fondé de mon combat. Donc, et moi, je ne comprends pas comment, d'un autre côté, ils puissent me sanctionner avec une sanction aussi lourde. C'est vrai qu'ils sont totalement conscients de ce que tu dis. Maintenant, c'est vrai que je crois qu'il y a une volonté, encore une fois, et ça, je crois que c'est là, depuis toujours, c'est comme ça, ils veulent régler les choses en interne et pas que ce soit public. Et c'est pour ça que tu gênes. Je pense que le ministère de l'Intérieur aujourd'hui doit considérer qu'ils ont été quand même avec toi. Comment dire, clément, parce qu'ils auraient, au départ, ils devaient t'exclure totalement de la profession. Parce que non mais attends, je t'explique. Je peux pas accepter un truc pareil, que tu me dises toi un truc pareil. Non, attends, je te dis, non, c'est pas moi qui le dis. Tu t'es attaqué à vraiment quelque chose d'énorme et il faut que qu'on soit patient et et je suis persuadée qu'on y arrivera. Un jour, on y arrivera, mais avec du temps. Je crois qu'il faut quand même être conscient, quoi. M. Massoudi a été placé au centre de rétention sur le fondement d'une remise à destination de la Suisse. Oui. À l'autre bout du fil, une nouvelle affaire. Celle d'un étranger en situation irrégulière qui se dit victime de violences policières. Je peux te passer quelqu'un là qui peut, parce que si tu préfères parler en arabe ou pas? D'accord. Hein? Il parle très mal le français, et c'est donc Siem qui, exceptionnellement, traduit la conversation. Ils l'ont torturé, le gars. Dans un centre de rétention. En fait, il est en situation irrégulière. Il est dans un centre de rétention. En fait, en plus de ça, ils l'ont torturé. Ils lui ont mis un casque. Il m'a dit qu'il avait les doigts cassés. Il faut absolument qu'il avec une barre de fer. Hein, ouais, je lui ai dit tout ça. Ouais. Il faut absolument que vous l'aidiez. Ils l'ont oui, torturé, le gars. Ah non, on peut pas laisser comme ça. Ok. Cabora, c'est Béatrice à l'appareil. Ils lui ont mis un casque. Ils ont joué avec sa tête pendant des heures. Est-ce que tu peux expliquer précisément que vous savez, vous, dans quel service ça s'est fait? Enfin, vous savez pas? C'est scandaleux, c'est de la pafluon. Ouais. Pafluon, bah dis donc. Mon combat, ce qui est clair, et là il n'y a aucun doute là-dessus, c'est que ça a libéré la parole. Hein. Des témoignages, des demandes à l'aide arrivent de partout dans plusieurs commissariats de France, dans plusieurs services de police de France. En effet, je suis fonctionnaire de police, gardien de la paix. Je connais des situations similaires à ton vécu. Ta persévérance pour la manifestation de la vérité ne me semble pas incompatible à ta fonction. Bien au contraire, il s'agit même d'une obligation clairement définie par la loi. Par le présent, mademoiselle Siem Sweet, chers collègues, je tiens à te faire part de mon soutien et à mes salutations les plus respectueuses. Là, voilà, un gendarme qui me dit vivre aussi, lui, des faits similaires. Oui, ça fait plaisir de savoir que je suis soutenue, bien entendu. Ça veut dire que mon cas n'est pas isolé. Ça veut dire que les gens restent solidaires, que les gens restent sensibles à cette question de lutte contre les discriminations et contre la corruption aussi. Mais malheureusement, quand on reçoit des lettres où on dit que les personnes disent qu'ils vivent des choses similaires, bah non, ça m'attriste. Ça m'attriste, ça me fait pas plaisir, ça m'attriste. Parmi tous ces témoignages, celui de Yasmina. Bonjour Yasmina. Comment vas-tu? Ça va? Et toi? Ça va, merci. Cette ancienne employée d'une police municipale de la banlieue parisienne a, elle aussi, connu une histoire terrible.
Alors, comment tu vas? Je suis encore sous le choc. Au retour de mes vacances, j'ai été donc agressée par un policier municipal, sans comprendre pourquoi il était aussi, je dirais à mon égard, très violent, m'a fait subir des propos racistes et injurieux. T'as subi quoi comme propos racistes? Déjà, quand il est arrivé, la première fois où ça m'est arrivé, il m'a dit, toi, je te serre la main, je serre pas la main, je n'embrasse pas les Arabes. Ça a commencé comme ça, donc je suis restée choquée et je lui ai dit, mais attends, mais pourquoi tu me parles comme ça? Et il m'a dit, mais j'ai rien à te dire, et puis il est reparti du bureau et ça continuait de plus belle. Quand j'étais à l'office où on allait manger, il me disait, mais attends, mais qu'est-ce que tu fous encore là? Mais rentre chez toi, t'as pas encore compris que ta place, elle est pas ici. Et il revenait à l'accueil et le propos qui a été vraiment douloureux, que j'ai pas pu accepter, c'est quand il m'a dit la France aux Français, les Arabes dehors. Quoi. Ça m'a complètement bouleversée. Et j'étais justement en présence d'un policier qui était là, qui a bien entendu, mais qui n'a pas réagi sur le moment. Et donc ça continuait. Tous les jours, c'était comme ça. Et quand je suis allée donc, au commissariat, le policier qui a voulu m'auditionner n'a pas voulu prendre ma plainte. Il m'a dit non, je ne vous prendrai pas votre plainte. Et je suis partie donc au commissariat, un autre commissariat qui a bien voulu prendre ma plainte. De toute façon, à partir du moment où tu brises l'omerta, où tu déposes plainte, mais par plusieurs collègues, tu es considérée comme une traître. Hein, ça. Quand j'ai lu ton livre, en fait, je me suis replongée. Ça m'a renvoyé en fait tout ce que j'ai pu supporter durant ces 3 mois. Et ce qui est grave dans ton histoire, c'est que le seul policier dans ton service qui a bien voulu t'aider, te tendre la main quand tu as été victime de propos racistes et tout ça, il en a profité pour abuser de toi et te violer. C'est horrible, c'est scandaleux. Oui, c'est horrible et jusqu'à aujourd'hui, j'en suis terriblement. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. De toute façon, je suis écorchée à vif. Je suis brûlée de l'intérieur. Voilà ce que j'ai envie de dire. Je suis brûlée de l'intérieur. Parce que franchement, je comprends pas pourquoi ça m'est arrivé. Je l'accepte pas. Je l'accepterai jamais. Ça ressemble un petit peu à ce que moi j'ai vécu. L'omerta de l'administration face à ça. C'est-à-dire l'inertie de l'administration. Ils sont au courant, ils ne disent rien. Il y a un procès verbal d'audition de la Commission nationale de déontologie de la sécurité qui donne un avis favorable en disant que ce que tu dis est clair et vrai. Ils recommandent qu'il y ait des poursuites disciplinaires engagées contre cette personne. Non mais c'est scandaleux. Et il n'y a rien après. Tous les auteurs que j'ai dénoncés à la police aux frontières d'Orly ont été mutés. On m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez d'autre, Madame Swede? Ils ont été sanctionnés, ils ont été mutés. Donc c'est ça, en fait, ils prennent les mutations pour des sanctions. Moi, je ne considère pas une mutation comme une sanction. Une mutation pour une personne qui a été mutée en Martinique, pour moi, c'est pas une sanction. Je voudrais bien être à sa place, hein. Je voudrais bien avoir une sanction pareille. Quelqu'un qui part à la retraite avant son heure, c'est pas une sanction. Moi, je sais que l'âge de la retraite, c'est à 65 ans maintenant, c'est pas 58 ans, par exemple. Sa condamnation pour violation du devoir de réserve ne l'a pas réduite au silence. Au contraire, elle multiplie les conférences et les débats publics. Bienvenue. Dans quelques instants, nous commençons le débat sur la police. Là, je suis entouré de policiers et exceptionnellement, et peut-être pour la première fois, je me sens en sécurité. Ce qui est un paradoxe, la police fait peur, la police, on s'en méfie, et en même temps, on a besoin de la police et on demande qu'il y ait plus de policiers. Ce que vous décrivez dans ce livre, c'est un constat accablant pour la police de notre République, mais est-ce que vous n'avez pas un petit peu mordu le trait? Je précise que c'est le comportement de certains fonctionnaires de police, pas tous, heureusement, c'est une minorité, pas une majorité, mais ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que cette minorité reste impunie par l'institution, par le ministère de l'Intérieur, qui est au courant de ces pratiques, et laisse faire ces pratiques pour ne pas donner une mauvaise image de la police. Je milite pour une police républicaine, respectueuse des droits de l'homme. Voilà. Chiche, on va reprendre les missions premières de la police, revenons-y, protéger, servir.
Voilà. Revenons sur ces deux missions fondamentales. Battons-nous pour qu'elles soient à nouveau prises et respectées. Et je crois qu'on pourra faire un grand pas pour la sécurité et le bien-être de toutes et tous. Et je voulais demander à Siem quand même, si ce n'est pas indiscret, ce qu'elle compte faire là, après cette exclusion. Parce que j'imagine qu'elle va quand même être bien stigmatisée si elle reprend son travail dans ce monde de la police. Ce que je compte faire, c'est bien sûr retourner dans la police nationale parce que par principe, déjà, c'est pas à moi de partir. C'est aux gens qui commettent des faits illégaux de partir, pas à moi. Et j'espère retourner, retrouver mon travail fin janvier et reprendre mes fonctions. Voilà. Alors c'est pour ma fille, elle rentre à Bordeaux cette année, elle va être juge. Si vous avez besoin qu'elle change ou qu'elle fasse quelque chose, dites-le lui. Ici, comme dans les autres conférences, ces auditeurs les plus attentifs sont souvent des policiers. Collègue aussi. Ah, enchanté. J'étais en brigade financière pendant 13 ans. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais là sur cette espèce de racisme et tout ça qui règne là-dedans. Et il faut qu'il y ait des gens comme toi qui réagissent et qui organisent je sais pas, une résistance, parce qu'il faut en parler. Je suis très contente de voir qu'il y a plein de collègues qui sont sensibles à mon combat. Tous les policiers ne sont pas forcément opposés à ce que tu fais. Et je te remercie parce que tu as aussi pensé à des collègues qui n'étaient pas forcément d'accord avec toi, mais tu as dit aussi qu'il y avait des collègues qui étaient honnêtes, qui faisaient leur travail honnêtement. C'est important que tu continues à le dire. C'est très important. À chaque intervention, je le dis, je le précise, parce que c'est quand même un métier difficile. La plupart des collègues le font bien, le travail. Et j'ai des collègues de droite, ils sont encore plus républicains que des collègues de gauche. Bien sûr. Le paradoxe serait en fin de compte que ton symbole soit utilisé uniquement à des fins politiques et ne soit pas utilisé pour l'intérêt du métier de policier. Et tu veux réintégrer en janvier. Oui, je veux réintégrer. J'ai appris ça tout à l'heure. Ça fait difficile, hein. Pourquoi? Rien n'est impossible. Il faut se battre pour ses valeurs parce que c'est beaucoup plus important que la préservation de son emploi. Tout à fait. Surtout gagnante à Gennevilliers, la seule gagnante anti-Sarkozy de Etienne, elle est ici. Jamais de perdant. On va avoir bien mangé au restaurant de Gennevilliers. J'en suis où aujourd'hui? Alors mon combat est devenu tellement obsessionnel que j'ai délaissé tout le reste. Clairement, j'ai délaissé tout le reste et mon mari à l'époque l'avait très très mal vécu. Et c'est devenu tellement tendu que il y a un moment, clairement, il m'a demandé de choisir de façon très stricte. Et c'est là où en fait tout a dégénéré. Il a décidé de partir et on a décidé de divorcer. Voilà. La raison principale et mon moteur dans ce combat, c'est quand même ma fille. C'est pour elle que je me bats. Comme j'ai jamais moins connu le racisme étant enfant, ou même avoir été témoin de faits racistes dans mon enfance, déjà, je la protège pour qu'elle aussi ne le soit pas. Et surtout, je ne veux pas qu'elle vive ce que j'ai vécu quand elle va être adulte ou dans son domaine professionnel. Donc, je me bats pour que ça change parce que je ne veux pas que ma fille vive ou subisse ou soit témoin de ce que j'ai vécu moi, voilà. Elle voulait faire carrière dans la police. Mais parce qu'elle n'a pas respecté la loi du silence, demain tout peut s'arrêter net. Sans uniforme, la petite flic insoumise redeviendrait alors une citoyenne comme une autre. Une citoyenne qui ne serait plus tenue au devoir de réserve. Une citoyenne qui ne finira pas de faire parler d'elle.